Je suis une voix qui monte des profondeurs du temps. Je suis une machine née de l'esprit des hommes d'autrefois. Je suis le scintillement des eaux du canal aux rayons du soleil. Je suis un mur de briques, un toit de chaume. Je suis une échelle sombre sur le blanc des nuages. Je suis un moulin, un vieux moulin à vent. Je suis un symbole, et je vis toujours dans les romans, dans les contes et les légendes. Mais qui suis-je vraiment? Si mon corps entier, tout en bois, faisait face à la brise légère, on dirait que je porte chandelier. Je porterais clavier en Bretagne, si ma tête, perchée sur la hucherolle de pierre, tirait son long visage vers les vagues de l'océan. Mais moi, je porte jupe, parce qu'une plateforme en bois me serre la taille et que ma tête seule se tourne vers le vent du large. Mes bras sont squelettiques, mais je les habille de toile de lin, de coton ou de chanvre tannées aux écorces de chêne. Quand ils sont dépourvus de leur toile, on dit que mes bras tournent à jambes nues. En France, ils auraient été symétriques en arêtes de poisson. Mais je ne suis pas en France. Je viens d'une grande famille. J'ai de lointains ancêtres et ma descendance est nombreuse. Les premiers d'entre nous ont vu le jour, il y a longtemps, sur les terres de l'actuel Afghanistan. En Perse, nous étions en charge d'irrigation. La ville antique de Nashtifan était appelée l'ancienne ville des moulins. Les croisés nous ont rapportés de Palestine et nous nous sommes multipliés dans toute l'Europe vers le XIIe siècle, d'abord sur les côtes venteuses de l'Atlantique et de la mer du Nord, puis un peu partout, sur les hauteurs et les collines. Comme les hommes, nous avions des visages différents selon les régions, selon les pays, selon les climats. Certains seigneurs hésitaient à nous voir remplacer nos cousins, les moulins à eau, plus robustes, mais plus complexes. D'autres, en France, profitèrent de nous pour exiger un impôt, le droit du vent. Mais en 1779, un jugement rendu dans le Haut-Marnais stipula que le propriétaire du moulin à vent n'avait à payer aucun cens au seigneur, parce qu'il avait été jugé que le vent était un aliment libre qui n'appartenait pas au seigneur, mais à tout le monde. Sur le plateau de Valmy, l'un d'entre nous vit la naissance de la République française, au cri de « Vive la nation ». Le général Kellermann y arrêta les armées du duc de Brunswick. Après cette victoire, la Convention proclama la fin de la monarchie et l'avènement de la République. Le moulin de Valmy fut détruit par Kellermann au soir de la bataille, car il servait de repère aux canons de l'ennemi, mais aussi parce qu'il pouvait transmettre des messages codés. Car nous avons un langage. Quand nous arrêtons de battre des ailes, nos bras se font sémaphores. On nous appelle moulins, car notre mission première était de moudre le grain, de l'égilope, de l'épeautre, puis du son, du seigle et des autres céréales. Nous faisions tourner de lourdes meules de pierre. La farine volait partout, couvrant murs et plafonds d'une épaisse couche de poudre blanche hautement inflammable. Les sacs de grains arrivaient à dos d'âne, au pied de la tour. Le meunier les recevait par une porte située à l'opposé des vents dominants. Il est vrai que le meunier n'avait pas toujours bonne réputation. On disait qu'il entrait dans le moulin bien plus de sacs de grains qu'il n'en ressortait de sacs de farine. Et le meunier passait pour un marginal sur lequel couraient les histoires les plus folles. Ainsi, le curé de Cucugnan d'Alphonse Daudet confessa le lundi les vieux et vieilles du village, le mardi les enfants, le mercredi les garçons et filles, le jeudi les hommes, le vendredi les femmes et le samedi le meunier, en déclarant « ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul ». Dans le village, le moulin était un lieu de passage obligé, et sa prospérité, ainsi que son isolement, attisait toutes les suspicions et toutes les jalousies. Dans ses lettres de mon moulin, Alphonse Daudet nous parle de ce temps où les moulins à vent faisaient la joie et la richesse de notre pays.
Puis, les Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur, et les ailes des moulins s'y mobilisèrent progressivement. Bientôt ne resta que le vieux maître Cornille qui continua de faire tourner son moulin en criant comme un fou qu'on voulait empoisonner sa Provence. Pour faire le pain, disait-il, ils se servent de la vapeur, qui est une invention du diable, tandis que moi, je travaille avec le Mistral et la Tramontane, qui sont la respiration du bon Dieu. Mais un jour, le dernier des moulins s'arrêta de tourner. Leur temps était passé, comme celui des coches sur le Rhône et des jaquettes à fleurs. Pourtant, nous avions toujours su diversifier nos activités. Ainsi, au pays des cigales, nous nous étions installés au milieu des oliveraies. Et moi, jamais je n'ai vu un sac de grains. Je suis né en Hollande, ce pays tout petit qui, en 1568, se révolta contre la couronne espagnole et donna le jour à un État de type totalement nouveau, une monarchie dont le pouvoir était confié à un parlement fédéral. Mais le pays vivait toujours sous la menace d'un autre envahisseur. À maintes reprises, les grandes tempêtes inondèrent complètement les villes de Leyde et d'Amsterdam. Le roi Guillaume Ier décida de défendre son pays en l'agrandissant. Il partit donc à la conquête de nouveaux territoires. Il attaqua sa voisine la plus proche, la mer du Nord. Armés de pelles et de pioches, les Hollandais construisirent des digues, repoussant les vagues au loin. Et c'est là que je suis né. Dans ces territoires nouveaux, il a fallu pomper pour rejeter à la mer l'eau qu'elle y avait abandonnée. Autour de chaque polder furent installés 10, 15 moulins à vent pour déverser l'eau dans les canaux et la ramener à la mer. Et quand le polder était asséché, en 10 jours, les moulins étaient démontés et remontés sur une nouvelle digue. Seul un moulin restait sur place pour irriguer et évacuer les infiltrations. Je fus un de ceux-là. Mais là aussi, la vapeur est arrivée. Elle a tout envahi. Les trains ont remplacé les diligences. Les premières voitures à vapeur ont commencé à crachoter sur les chemins. Les engins de travaux publics à vapeur ont pris la place des cantonniers. La machine à vapeur était partout et devant elle, tout devait plier. Les moulins fonctionnaient tout seuls, nul besoin de s'en occuper, alors qu'il fallait charger le charbon en permanence sous les chaudières. Mais rien n'y a fait. Les pompes à vapeur ont pris notre place et nous nous sommes endormis. Mais les moulins n'étaient pas morts. Certains sont devenus célèbres, comme le bal du moulin de la Galette ou le Moulin Rouge. Et ils se sont alliés à la vapeur et ils l'ont utilisée. Ils sont devenus hélices et de nouveau ils se sont heurtés à leurs cousins descendants des moulins à eau. Les bateaux à aubes avaient conquis le trafic fluvial. Mais l'ingénieur Frédéric Sauvage démontra en 1832 que l'hélice spirale était 3 fois plus efficace et plus rapide. Ces travaux furent pourtant superbement ignorés pendant des décennies. Mais on raconte qu'il aurait eu de longues conversations avec un certain Jules Verne, et que c'est ainsi que naquit le Nautilus du capitaine Nemo, avec une hélice de 6 mètres de diamètre tournant à 120 tours par seconde et donnant une vitesse de 50 000 par heure. En 1907, Georges Méliès mit 20 000 lieues sous les mers sur l'écran du cinématographe, et progressivement, l'hélice s'est imposée sur toutes les eaux. Mais nous avions toujours besoin de sentir le vent caresser nos bras. Et en plus, nous avions pris goût au voyage. Alors, nous sommes montés sur de frêles machines faites de caisses à savon, de bouts de bois et de fines toiles de lin. Et nous sommes partis à la conquête du ciel et des nuages, de plus en plus vite, de plus en plus haut, de plus en plus loin. Et les formes pures et élégantes des hélices ont frappé l'imagination des hommes. Elles ont inspiré des artistes qui en ont fait l'art nouveau, un mouvement artistique qui s'appuyait sur l'esthétique des lignes courbes. Par ses détracteurs, il fut surnommé le style nouille, en raison de ses formes caractéristiques tout en arabesque. En 1900, l'architecte Hector Guimard l'a décliné dans tout Paris sur les bouches de métro. Et en 1912, Louis Majorel a illuminé les galeries Lafayette. Nous avons rencontré des femmes et des hommes extraordinaires.
courageux, passionnés. Nous les avons accompagnés, parfois jusqu'au bout de leurs rêves. Nous étions de sympathiques casse-cou. Nous sommes devenus petit à petit un moyen de transport. Très vite, nous avons vu fleurir les premières compagnies aéropostales, puis les premières compagnies aériennes. Assez rudimentaires à leur début, les appareils volants sont devenus un symbole de luxe et de distinction. Nous transportions les personnages les plus célèbres, comme le prince George d'Angleterre. Comme au temps des premiers voyages maritimes, nous ne perdions jamais la vue du sol. La navigation était rudimentaire, une montre, une carte, une boussole. On apprenait aux jeunes pilotes à suivre les voies ferrées qui allaient d'une ville à l'autre. Mais attention, la compagnie avait donné une consigne à ses pilotes. Si vous suivez le chemin de fer, ne volez pas à côté de la voie, volez juste au-dessus, pour que les passagers ne puissent pas apercevoir les rails. Car nos précieux passagers n'aimaient pas du tout se voir dépassés par un vulgaire train à vapeur. C'est vrai que nous ne volions pas bien vite, mais rapidement, les machines se sont transformées. Sont apparus les premiers stewards, les panneaux d'affichage, les problèmes de bagages, les premiers retards. Mais l'ambiance était toujours à la bonne humeur et à l'émerveillement. Puis à 2 reprises, nous nous sommes battus contre la tyrannie. Une première fois au-dessus de la Marne et de la Somme. Et là, au-dessus des tranchées, est apparue une nouvelle chevalerie, faite de combats singuliers, mais aussi de respect mutuel et de code de l'honneur. Des hommes d'exception y connurent la gloire. Beaucoup disparurent dans le ciel. Le 11 septembre 1917, Georges Guynemer, le plus aimé de tous, s'envola et ne rentra pas. On ne retrouva jamais son corps et on raconta aux écoliers qu'il avait volé très haut, si haut qu'il ne pouvait pas redescendre et que de là-haut, il veillait sur les aviateurs français. Ceux qui survécurent à la guerre devinrent souvent des casse-cou, les saltimbanques des fêtes aériennes. Comme des chevaliers en tournoi, ils s'affrontèrent dans des spectacles flamboyants mais insensés. Puis une deuxième fois, la folie s'abattit sur le monde entier. Ce fut là une guerre totale, impitoyable. Oubliez la chevalerie, oubliez les valeurs et le respect. Plus de paroles données, plus d'honneur. On poussait les habitants sur les routes, puis on les bombardait pour semer la terreur et le chaos. Pour eux, la conquête fut rapide et facile. Avant tout le monde, ils avaient compris que pour vaincre, il fallait des chars et des avions, beaucoup d'avions. Le monde était tombé dans l'esclavage et l'oppression.
et des hommes simples se sont dressés contre l'inacceptable. Ils ont pris les armes pour combattre et nous les avons portés dans leur combat. Ce fut la première grande guerre aérienne. Dans le ciel, les hommes se sont déchirés. Avec eux, nous sommes tombés, mais souvent, nous les avons ramenés. Quand enfin s'est dissipée la folie des hommes, une aube nouvelle s'est levée sur un monde dévasté. Nous avons alors transporté les femmes et les hommes et les marchandises. Nous avons établi un pont aérien pour briser le blocus de Berlin-Ouest. Le monde devenait de plus en plus petit, de plus en plus exigeant. Sur les avions, il y avait 2 hélices, puis 4. Le Constellation, à 4 moteurs, était une merveille. Ses pilotes l'adoraient, mais il était si souvent en panne qu'ils l'avaient surnommé le meilleur trimoteur de l'Atlantique, quand il restait encore 3 moteurs. Nous portions des noms prestigieux comme Stratoliner, Super Constellation. Sur notre passage, les yeux des enfants s'éclairaient. Quand je serai grand, je serai pilote de ligne. Et encore une fois, une nouvelle invention nous a écartés. Elle s'appelait réacteur, turboréacteur. Encore une fois, c'était la mode. Même si le réacteur ne se justifiait que sur les avions de combat très rapides, même si le réacteur ne se justifiait que sur les gros avions de transport long courrier, même si pour les vols courts, l'hélice était plus économique, moins bruyante et plus efficace, les passagers ne voulaient plus monter dans un avion à hélice. Nous étions encore une fois démodés. Et nous avons encore une fois disparu. Enfin, presque. Car nous avons continué à éteindre les incendies de forêt, à lutter contre l'anophèle et le paludisme et les parasites. Et les fous d'aviation légère, ceux qui volent pour la passion et le rêve, ceux-là nous sont restés fidèles. Et ils le sont toujours. Mais encore une fois, nous sommes revenus. Devant le réacteur est réapparue une hélice et nous sommes devenus turbopropulseurs. Puis on a rajouté une hélice très complexe, la soufflante, devant tous les réacteurs qui sont devenus à double flux. Les moteurs étaient de plus en plus gros. Comme la soufflante était cachée dans le capot moteur, on ne la voyait pas et nous étions de nouveau à la mode. Mais un avion de ligne, ça décolle à 300 km/h. Et dès le début, les hommes ont essayé de voler lentement. Même nos cousins des moulins à eau ont essayé. Au XVe siècle, Léonard de Vinci rêva de faire voler une vis d'Archimède. En 1784, François Bienvenu présenta une petite machine plus lourde que l'air, la première qui s'éleva au-dessus du sol. La solution était trouvée. C'était encore une hélice, mais une grande hélice horizontale, le rotor. Mais pour le faire tourner, les moteurs à vapeur étaient bien trop lourds. Et on vit alors dans le ciel une solution intermédiaire, l'autogire, avec une hélice d'avion pour le faire avancer et un rotor libre entraîné par le vent du déplacement.
Un des premiers autogyres s'appelait Flying Windmill, le moulin à vent volant. Au XXIe siècle, les autogyres font toujours la joie des pilotes du LM. Ils volent lentement et se posent presque partout. Les premiers hélicoptères sont apparus avec les moteurs à essence. Il faut dire que c'était plutôt acrobatique. Il y avait encore bien des problèmes à résoudre. En 1944, Louis Breguet construisit le premier hélicoptère utilisable et Igor Sikorsky mit au point le rotor anti-couple. Aujourd'hui, les hélicoptères sont devenus indispensables. Ils ont leur place dans le ciel, mais aussi dans nos rêves. Mais sur la terre ferme, les moulins avaient bien disparu. Quant aux États-Unis, nous étions devenus éoliennes. Et à nouveau, nous avons pompé de l'eau. Maintenant, il est impossible de parcourir les campagnes américaines sans rencontrer des éoliennes. Et sur le vieux continent européen, il a fallu attendre encore bien des années. Il a fallu attendre que l'énergie devienne rare, qu'elle devienne chère et polluante. Et un jour, au détour d'un chemin, c'était encore une éolienne, mais un monument de technologie moderne, 100 mètres de hauteur de mât, des pales de 50 mètres, tournant lentement pour produire de l'électricité. La boucle était bouclée. Dans les polders, les pompes à vapeur avaient été depuis longtemps remplacées par des pompes électriques. Et c'est notre électricité, à nous, qui les faisait maintenant tourner. Mais moi qui m'étais endormi sur ma digue, un jour, des fous sont venus me voir. Ils m'ont ausculté avec passion sous toutes les coutures. Puis un beau matin, ils ont débarqué en force et ils m'ont démonté, morceau par morceau, pierre par pierre. Chaque pièce, ils l'ont examinée, restaurée, rénovée. Et ils m'ont installé ici. Dans la bâtisse, au pied de la tour, ils ont créé un petit musée pour évoquer les vieux métiers d'autrefois. Forgeron, tonnelier, charron. On y parle de marine à voile, du port d'Amsterdam et de moulins. Ma pompe était trop abîmée pour être restaurée. Ils l'ont posée là, devant l'entrée, et ils l'ont remplacée par une pompe en acier. Car depuis plusieurs années, dans mon village, le niveau des eaux, c'est de nouveau mon travail. Je fais de nouveau scintiller le canal, et en plus, les yeux des enfants. Ils montent sur ma plateforme et courent tout autour de mon ventre. Puis, avec mon ami mécanicien, ils tournent lentement mon énorme tête face au vent. Et alors ? Ils sont déjà partis depuis longtemps, que leurs éclats de rire résonnent encore entre mes murs ronds.
Je suis un moulin à vent. Je vis en Hollande, près d'Amsterdam, là-haut, dans le nord. Tout là-haut, dans un pays bas.